Le théorème de Borel. Un homme, une ville, une histoire commune. Les Almaciens, si j'ose dire, m'ont aimé, et moi j'ai aimé les Almaciens. Une histoire qui a façonné l'un comme l'autre. Le théorème de Borel, le théorème de Borel. L'histoire d'Annemasse et de son agglomération, au travers le regard de son ancien maire. Le théorème de Borel. Robert Borel, bonjour. Bonjour Vincent. Et merci d'avoir accepté de vous raconter et de partager vos souvenirs et votre regard, inséparable de l'évolution d'une ville, Annemasse. Maire de 1977 à 2008, vous avez représenté les Annemassiens pendant 34 ans. Aujourd'hui, vous allez évoquer les enjeux transfrontaliers et la construction de ce qu'on appelle aujourd'hui le Grand Genève. Prenons d'abord un peu de hauteur. Comment les deux Robert Borel et Robert Kramer, et quelques autres aussi, et surtout pourquoi, ont-ils sauvé le téléphérique du Salève ? Le téléphérique, vous savez, c'est une histoire intimement liée à la vie de Genève, parce que le Salève, c'est une montagne qui est très largement sous influence genevoise depuis toujours. Notre Salève, disent les Suisses. Pourquoi ? Parce que c'est à leur porte, parce que c'était une espèce de station de repos qui n'est pas thermale, mais qui est une station de montagne où les gens aimaient venir prendre le frais, parce que c'est autour de M. Braillard, l'architecte, ce sont les Suisses qui ont financé le téléphérique, et parce que c'est un lieu de pique-nique, de promenade d'agrément pour cette ville qui est étroite, encore une fois, dans son territoire et qui a besoin d'expansion. Donc le Salève, c'est un peu une démonstration de la nécessité pour les Suisses d'aller au-delà de leurs frontières, pour les loisirs en l'occurrence. Mais c'est aussi un lieu qui est un peu emblématique. C'est un lieu français, bien entendu. C'est le paradis de la Varappe, puisque le couloir de la Varappe, c'est un nom propre du Salève, qui est devenu un nom commun pour les alpinistes. C'est un endroit où il y avait une activité intense avec des petits trains qui montaient par les deux côtés. Donc, on ne peut pas dire que le Salève soit une montagne banale, quoi. C'est une montagne urbaine. C'est aussi une montagne à vaches, c'est un alpage. Mais entre les intérêts des alpagistes, des paysans, et les intérêts des Genevois, il y avait une cohabitation harmonieuse depuis toujours. Bon, le téléphérique avait vieilli dans ses structures techniques. À un certain moment, la ville d'Annemasse a été sollicitée pour le racheter, ce qu'a fait mon prédécesseur, M. Berthier, maire d'Annemasse. Et quand je suis arrivé, le téléphérique venait d'être arrêté par décision préfectorale, parce qu'il y avait un rapport technique qui précisait que les câbles étaient trop proches l'un de l'autre, et que par grand vent, ce qui ne manque pas sur la façade du Salève, les cabines pouvaient se heurter en se croisant. En 1974, fin de l'exploitation. Voilà, fin de l'exploitation. 77, arrivée de la municipalité que je présidais. Et gros embêtement parce que le démonter coûtait cher et le remonter encore bien davantage. Ce sont encore une fois les Suisses qui nous sont tirés d'affaire, parce que j'ai attendu un an ou deux, j'ai fait faire une étude technique qui a montré que ça dépassait nos capacités financières, et on s'est tourné vers les Suisses qui ont tenu, sous la pression un peu de leur opinion publique, qui était attachée à ce téléphérique, à ce que le gouvernement suisse genevois s'engage. Ce qu'ils ont fait. Alors on a fait, je vous passe les détails, mais une société d'exploitation qui est ensuite devenue le premier organisme transfrontalier officiel, qui a été présidé par un ancien fonctionnaire international qui était un Français, M. Balthazar, qui avait été consul général de France à Genève et qui a été un peu le go-between entre les Français et les Suisses pour remonter cette installation.
Alors, bon, ça s'est réglé comme bien souvent par l'intermédiaire des fonds frontaliers, qui avaient été votés depuis 1973 et qui ont servi à doter le département, qui a rétrocédé sa part sur le téléphérique. Enfin, je passe sur les montages financiers. On a finalement reconstruit ce téléphérique, qui depuis a subi plusieurs rénovations. En 1984, donc, rénovation et retour de la ligne du Salève. Oui. Et vous parlez de l'application suisse publique de l'État et du canton de Genève, aussi privée. Oui, Rothschild, la banque Rothschild, enfin M. Rothschild habitait Genève, il avait, enfin au moins une partie de l'année, il avait des intérêts financiers, mais également des intérêts affectifs sur cette région. Et il était en liaison amicale avec M. Pellarin, le président du Conseil général de l'époque. Enfin bref, tout ça s'est combiné, public, privé, français, genevois, et on a abouti à ce premier projet, qui était un projet un peu prémonitoire de ce qui allait arriver pour d'autres choses, le train en particulier. Je vous ai coupé, vous étiez en train de parler que depuis 1984, le retour du service, il a subi plusieurs rénovations, modernisations, oui, c'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui. Oui, on n'a pas laissé revenir, enfin la société d'exploitation n'a pas laissé revenir la déroute d'avant la vente de 1974, parce qu'à ce moment-là, le téléphérique n'avait pas été entretenu, on n'avait pas fait des travaux suffisants, et comme toutes les installations, comme tous les équipements qu'on n'entretient pas, il y a un moment où ils sont obsolètes. Là, ce n'est pas le cas, on l'entretient et ça tourne bien. Et en plus, il y a aujourd'hui alors un projet que vous devez connaître de rénovation du bâtiment en haut, où on va trouver, je dis pas retrouver parce qu'on l'a jamais eu, le projet Braillard dans sa totalité. Et je crois que c'est intéressant parce que c'est un projet qui est au plan architectural est extrêmement hardi. Ça se voit d'ailleurs, qui a levé le nez en direction du Salève pour voir ce promontoire de béton. C'est une signature architecturale d'une certaine époque et ça mérite d'être rénové. Alors, il y avait aussi le problème de la restauration là-haut, qui a longtemps été en déshérence, qui a été repris par des restaurateurs un peu astucieux qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu et à faire un service tout en gagnant un peu d'argent. Et puis, il y a aussi tout l'intérêt pédagogique du Salève, pour toute la région. D'abord, c'est un belvédère d'où on voit beaucoup Genève, et puis l'autre côté aussi, il faut monter quelques pas, mais on voit de l'autre côté, du côté du Mont Blanc. Je trouve que les Annemassiens ne s'en servent peut-être pas assez. Quand on y va le dimanche, on voit beaucoup de plaques suisses, mais c'est une habitude, quoi. C'est une tradition. Aujourd'hui, ce n'est plus propriété de la ville d'Annemasse. Non, la ville d'Annemasse a cédé son bien, à l'exception d'un certain nombre de terrains dont elle est toujours propriétaire là-haut. Ils sont assez grands d'ailleurs, je crois qu'il y a un peu plus de 10 hectares. C'est du bois et du pré, quoi. Quand j'étais là, on en faisait la location presque gratuite à un cultivateur qui mettait des moutons. Enfin, il y a un parcours pédagogique aussi sur ces terrains. On a équipé, quoi, petit à petit. Et encore une fois, c'est une coopération à opérateurs multiples. Chacun a des idées et essaye de les mettre en œuvre. Avant cette première grande réalisation transfrontalière, des bases d'intégration territoriale ont été posées. Avant votre élection à la mairie d'Annemasse, peut-on vraiment parler de politique transfrontalière ? Ah non, alors ça non, ça c'est très clair. Moi j'ai vraiment eu comme mission, je me suis donné comme mission, de créer une politique transfrontalière. Avant moi, il y avait évidemment des échanges transfrontaliers, le monde n'est pas né avec moi, mais il n'y avait pas de politique transfrontalière. Il y avait des aubaines, ce n'est pas la même chose. Alors les aubaines, c'était d'abord le travail. Ceux qui trouvaient un emploi à Genève, l'écart des salaires était moins grand qu'aujourd'hui. Le franc suisse et le franc français de l'époque étaient dans une parité plus équilibrée. Donc le taux de change était moins avantageux qu'aujourd'hui pour les frontaliers. Enfin, c'était de bons emplois. Et très naturellement, mais on reviendra tout à l'heure sur cet aspect, ce que j'appelle la nature des choses, les Français de la région commençaient à se faire embaucher à Genève
de façon très, très spontanée, et ils y trouvaient leur intérêt, et les Genevois aussi. Effet d'aubaine, eh bien, à partir de 73, évidemment, pour les communes, la rétrocession, la part de la rétrocession qui leur revenait. Effet d'aubaine dans la vie quotidienne, c'est-à-dire que les gens allaient acheter d'un côté ou de l'autre selon les marchandises. Moi, j'ai vu pendant des années, un homme dont l'épouse était pharmacienne, qui travaillait, lui, à Annemasse. Il n'était pas dans la pharmacie, il était dans une autre profession, mais il remportait des pleins sacs de médicaments qu'il achetait dans les pharmacies annemassiennes pour les emporter et les revendre dans la pharmacie familiale sur le territoire suisse. On achetait des deux côtés, C'était étrange d'ailleurs le marché. Moi j'ai le souvenir par exemple que les outils, je suis un bricoleur et j'aime bien acheter des outils, les outils étaient beaucoup moins chers à Genève. Les vêtements d'enfants étaient souvent moins chers à Genève. Par contre, certains produits étaient beaucoup moins chers en France. Alors les gens avaient ce commerce croisé. Effet d'aubaine toujours. Alors le plus grand effet d'aubaine, évidemment, c'est l'agriculture. C'est le restant de ce qui était les zones franches. Je ne vais pas vous faire un exposé sur les zones franches, mais enfin, il y a bien longtemps que dans les traités, on avait reconnu pour Genève l'impossibilité de se nourrir sur son propre sol et la nécessité de se ravitailler à l'extérieur. Donc, certains produits faisaient l'objet d'accords douaniers spécifiques et étaient produits dans la zone frontière pour être revendus à Genève. Tout le maraîchage de Gaillard, et d'ailleurs, vient de là. Donc, les origines de l'interdépendance, elle est d'abord alimentaire. Bien sûr. Et ça a eu aussi des conséquences territoriales dans l'aménagement du territoire. Parce que les Suisses, ayant cette possibilité de se ravitailler à l'extérieur, ont consacré parfois leur territoire agricole à d'autres choses, à des espaces naturels, à des espaces de loisirs, et ont aménagé leur sol avec beaucoup moins de contraintes que s'ils avaient dû compter sur la totalité de leur surface agraire pour se nourrir. Vous avez mentionné l'accord entre Genève et la France sur la rétrocession fiscale pour les travailleurs frontaliers. Oui. Cet accord a eu 50 ans. Vous avez participé à un colloque d'ailleurs sur la CFG. Oui. C'est une compensation unique en Europe. La CFG est-elle, comme la presse l'a rapporté, la matrice du Grand Genève ? Bien sûr. Ce qui est amusant, c'est que ce sont des maires locaux qui l'ont initié. Le maire de Viry ? Le maire de Viry, le maire de Collonges-sous-Salève, surtout M. Vindray, le maire de Viry, M. Chevalier, et puis il y avait aussi M. Favre qui est arrivé assez vite pour renforcer ce petit groupe, et qui se sont appuyés sur le maire de Divronne dans l'Ain, qui était M. Antonios, qui était à cette époque-là secrétaire d'État, donc ministre au gouvernement. Et ça leur a permis d'amorcer cette chose assez étonnante, qui est de créer un organisme local de discussion transfrontalière en autonomie, mais en même temps sans heurter l'État qui était prévenu et qui avait tout loisir de se glisser dans la discussion. Ce qui était important, c'était que les Suisses se rendent compte que les travailleurs frontaliers, habitant en France, avaient des besoins qui n'étaient pas satisfaits par le simple salaire. Et qu'il fallait donc des équipements pour les écoles, pour un certain nombre de choses, qui dépendaient de cette non-recette en termes d'employeurs français. Alors les Vindray, Chevalier et compagnie ont dit mais il faudrait que les Suisses nous reversent quelque chose. Bon, ça a été l'origine de la rétrocession. Ils en ont parlé, bien entendu, avec les Suisses. Puis on dit, bon, pourquoi pas ? C'est-à-dire que comme dans toute négociation, au début, on dit, il faut attendre, il faut voir, il faut discuter. Bon, ils n'ont pas dit non. Ceux qui ont dit non, c'est le département. Alors, le département de la Haute-Savoie a envoyé à Chevalier et Vindray une lettre comminatoire en leur disant « Vous n'avez pas à faire ça, c'est contraire au droit français, à vos prérogatives, la discussion avec les États étrangers, c'est pas votre affaire, gérez donc vos écoles et vos adductions d'eau. »
C'était très, très méchant, hein, très, très agressif. Heureusement, ça ne les a pas beaucoup impressionnés et ils ont continué. Et ils ont obtenu cet accord de 73, qui est l'embryon, effectivement, de la coopération transfrontalière, ça c'est clair. Ils l'ont fait avec courage, ils l'ont fait avec clairvoyance, et ils l'ont fait avec cette conviction que je vais vous expliquer en ce qui me concerne, puisque vous m'interrogez aujourd'hui sur la suite. Ils l'ont fait avec cette conviction qu'il fallait une politique transfrontalière. Ça, c'était le début d'une politique transfrontalière. Le département s'opposait d'une part par autoritarisme, mais aussi parce qu'il ne voulait pas d'une politique transfrontalière. J'ai rangé mes vieux papiers ces jours et j'ai retrouvé des numéros du Messager, pas le Messager que vous connaissez suite au nom, mais le petit Messager qui était imprimé à Annemasse et qui a duré passablement longtemps, plusieurs décennies, avec des soucis qui étaient des soucis locaux. 40 ans, j'ai tous les numéros de 1898 à 1938. Je les ai feuilletés, on ne parle pratiquement jamais de Genève. Pourtant, c'est Annemasse. On parle de Genève quand il y a un naufrage sur le Léman, par exemple, une catastrophe, quelque chose comme ça. Mais pas pour dire il faut coopérer avec Genève. On se tourne le dos, c'est très clair. On parle de Genève seulement quand on parle peut-être du Salève. Ouais, il y a des écrits de Joseph Kessel dans le Messager qui parlent du Salève. Bien sûr. La frontière. Oui, il y a des... Comment est-ce que je pourrais dire ? Une indifférence polie, quoi. On se supporte, mais on ne fait rien ensemble, de cohérent. Avant l'histoire du téléphérique dont on a déjà parlé. Hein. Et avant surtout ces accords de 73 qui sont le vrai début de la coopération transfrontalière et de la construction d'une politique de communauté urbaine. Il faut leur tirer le chapeau à ces promoteurs, hein, parce que ils ont été extrêmement clairvoyants et extrêmement solides dans leurs convictions. Et ça a duré. Les Suisses ont un droit de regard théorique sur l'utilisation qui est faite des fonds frontaliers. En réalité, ils l'exercent très peu. Il y a la commission qu'on appelait le CRFG, Comité Régional Franco-Genevois, qui a été créée par la même décision et qui mettait en place une espèce de comité théodule de surveillance franco-suisse, franco-genevois. La coprésidence de ce comité étant assurée d'une part par le préfet de région, côté français, et d'autre part par le président du Conseil d'État de Genève. Or, si le président du Conseil d'État est bien sur place et connaît parfaitement la question, je dis les parce qu'ils succèdent, les préfets de région basés à Lyon n'y connaissent rien, strictement rien. Donc, ils arrivent, ils apprennent qu'il y a une convention franco-genevoise qu'il faut qu'ils président de temps en temps. Ça se passe une fois à Genève, une fois à Lyon. On se reçoit, on se congratule, on s'envoie mon cher président, mon cher monsieur le préfet, nous souhaitons coopérer, nous sommes très heureux que, mais en réalité, il ne se passe rien. Et dans le comité régional franco-genevois, il s'est à peu près jamais rien passé. Je le dis avec regret parce que je pense que tous ces gens avaient de larges pouvoirs, mais que côté français, il n'y avait pas de volonté. On a failli revenir à l'effet d'aubaine. C'est-à-dire que la rétrocession, c'était une aubaine de plus. On avait piqué un peu d'argent aux Suisses. Or, moi, je me suis toujours opposé à ça, parce que j'ai toujours pensé que si on était là pour se piquer de l'argent, ou se piquer des idées, ou se piquer du terrain les uns les autres, on n'arriverait à rien. Donc, avec l'accord d'ailleurs de Vindret, de Chevalier, que j'ai connu tous les deux, de Favre, que j'ai très très bien connu, on a tenu à ce que ça ne soit pas qu'un effet d'aubaine. Et on a été très aidé par Jean-Pierre Buet, président à l'époque du groupement des frontaliers, qui a été le premier président, à mon sens, à avoir bien compris que les frontaliers, c'était pas une race à part suspendue comme sentent la France et la Suisse, que c'était des citoyens français, mais qui avaient un travail dans la communauté économique suisse, genevoise, et qui, du même coup, devaient faire un acte de citoyenneté en défendant toujours leurs intérêts dans un contexte politique cohérent. Moi, j'ai lutté pour ça, et uniquement pour ça. Et j'ai voulu, avec l'accord de mes collègues, devenir un peu, en tant que maire d'Annemasse, un leader de ce mouvement,
et qui devait englober Annemasse. Les 3 maires dont on a parlé sont du canton de Saint-Julien. Et il fallait englober Annemasse, qui était la ville-centre, dans cette réflexion, et lui donner ce droit de cité qui faisait qu'elle était un partenaire de Genève et non pas un quémandeur de subventions. Et qu'elle était en même temps obligée du même coup d'avoir avec Genève un langage ferme, pas du tout complaisant. Souvent on m'a dit depuis Annecy, tu es au service des Suisses. Jamais. Celui qui s'est le plus opposé aux Suisses, c'est sûrement moi. Je me suis opposé aux Suisses dans un grand respect de ce qu'ils sont, de ce qu'ils méritent, et de la générosité, de l'ouverture d'esprit qu'ils ont montré tout au long de ces 30 années dans les discussions. Il faut être ce qu'on est avec courage. Nous ne sommes pas genevois, mais nous sommes des Français de la grande agglomération franco-genevoise. Il ne faut pas non plus renier notre lien intrinsèque, fondamental avec cette ville de Genève. J'y reviendrai si vous voulez dans un moment. Je crois que la façon dont on a regardé Genève pendant longtemps est fausse. Il y a une erreur de jugement sur la géographie et sur l'histoire. Peut-être que les gens n'ont pas été assez informés, peut-être qu'ils n'ont pas assez réfléchi. Je ne vais pas faire le bilan des responsabilités des uns et des autres, mais c'est de fait qu'il a fallu contrecarrer, et je m'y suis efforcé pendant toute ma carrière, cet état d'esprit qui est un peu un état d'esprit profiteur pour passer à un état d'esprit civique et démocratique. Vous évoquiez le lien intrinsèque fondamental avec Genève depuis le nord de la Haute-Savoie, tout le long de la frontière. Est-ce que vous pouvez développer un peu cette idée ? Oui, c'est en mon sens la différence qu'il y a entre la géographie et l'histoire. La géographie et l'histoire ne vivent pas selon le même tempo. Ils n'ont pas le même instrument de mesure. La géographie, ça vit selon des pulsions qui ont plusieurs siècles d'intervalle, parfois plusieurs millénaires. La glaciation, disparition des dinosaures, l'arrivée des périodes de canicule, les événements d'hiver, les tremblements de terre, le volcanisme, tout ça, ça se produit à des échelles de temps qui nous dépassent. L'histoire, par contre, nous la faisons. L'humanité la fabrique. Et elle la fabrique à son échelle, avec des espaces de temps qui sont beaucoup plus courts. Et ça se traduit par les guerres, par les traités, par l'établissement des frontières, etc. Alors là non plus, je ne vais pas vous refaire le cours sur le traité de Turin et sur toutes les avatars de la construction du périmètre suisse, l'adhésion de Genève à la Confédération, etc. Bon, je laisse ça à des historiens. Mais ce qui est clair, c'est qu'à Genève, l'histoire d'aujourd'hui ne correspond pas à la géographie. La géographie, il suffit de faire un tour en avion pour la voir. Il y a une cuvette autour de cette agglomération genevoise qui va du Jura d'un côté aux Préalpes de l'autre. C'est un peu moins clairement défini côté Préalpes. Côté Jura, c'est très clair parce que c'est une barre montagneuse. Côté Préalpes, il y a quelques trous, mais enfin, on détermine assez bien quand même le périmètre qui est le périmètre genevois. Et si l'histoire avait été sage, elle aurait donné autre chose que la zone franche comme solution à cette situation. Nous sommes dans l'orbite genevoise. Nous n'y pouvons rien. La géographie nous l'impose. Et tous ceux qui disent qu'il n'y a pas d'accord à trouver entre la France et Genève, ou que ça va bien comme ça, ou que les Suisses sont pas bien, ou je ne sais quoi, quelle autre ânerie, tout ceux-là n'ont pas réfléchi. La géographie s'impose. Et Annecy peut bien tempêter tant qu'il voudra sur la pseudo-autonomie de la Haute-Savoie du Nord. C'est un fait que Genève influence fortement la Haute-Savoie du Nord. D'abord au début, il y avait une zone franche de 10 km. Bien plus loin maintenant, puisque je crois qu'il y a une commune en Haute-Savoie qui n'a pas de frontalier aujourd'hui, c'est Novelle. Donc c'est dire que l'aspect du travail frontalier à Genève s'est étendu beaucoup sur le département de la Haute-Savoie. Ça ne veut pas dire pour autant, mais c'est un autre sujet, on y reviendra si vous le souhaitez, ça ne veut pas dire autant que toute la Haute-Savoie soit dans l'orbite de Genève. Je ne crois pas. Annecy n'est pas dans l'orbite de Genève et ça se voit très bien dans les attitudes.
Ça les intéresse pas. Ça les intéresse pas. Je discutais il y a quelques années avec un élu d'Annecy qui m'avait dit « On a bien rencontré les Genevois, mais on n'a rien trouvé à se dire. » Je lui ai dit « Moi, j'ai à dire aux Genevois de 5h du matin à 10h du soir, tous les jours. J'ai tous les jours des foules de choses à discuter avec les Genevois. Vous, je comprends, vous n'avez rien à discuter avec les Genevois. D'ailleurs, vous avez discuté avec qui ? Ah ben avec la ville de Genève. » J'ai dit « Oui, mais la ville de Genève, elle n'a pas beaucoup de pouvoir. Il aurait fallu que vous discutiez avec le Conseil d'État. » Le Conseil d'État m'a dit « Monsieur, c'est qui ? C'est une instance juridique. » J'ai dit « Non, en France, c'est une instance juridique, le Conseil d'État. Mais en Suisse, c'est une instance politique. C'est elle qui gouverne à Genève. » Ah bon, incroyable, incroyable. La méconnaissance qu'ont des gens de ce département sur Genève. Alors qu'ici, si vous prenez Saint-Julien, si vous prenez Annemasse, si vous prenez Douvaine, si vous prenez tout ce périmètre, y compris même Thonon ou Bonneville ou La Roche, vous êtes dans un ensemble où la présence de Genève est totale, tous les jours, sur des quantités de sujets. Donc nous sommes dans l'orbite genevoise, et ça ne se discute pas. Dans l'intelligence humaine, l'opinion contraire n'est pas à prendre en considération. Toute personne qui dit « il n'y a rien à voir entre Genève et la Haute-Savoie du Nord » se trompe, dit des sottises, volontaires ou involontaires, peu importe, mais dit des sottises. Il faut se dire qu'il n'y a qu'une position. C'est qu'une grosse ville comme Genève, avec un terminus de TGV, avec un aéroport, avec une université puissante, avec un centre de recherche, avec une vie économique énorme, parce que c'est une énorme ville industrielle, Genève, il ne faut pas se tromper, c'est pas que la ville des congrès internationaux. Hein. Donc une ville de cette importance-là, qui est connue internationalement justement par la présence des organisations internationales et les échanges diplomatiques, une ville comme ça, elle influence tout autour d'elle jusqu'à une certaine distance. Et c'est pas la peine de se demander non plus si c'est dans l'intérêt des uns ou dans l'intérêt des autres. C'est dans l'intérêt de tout le monde. C'est clair. La prospérité genevoise, et je le leur ai dit 300 fois, la prospérité genevoise dépend très largement des Français autour d'elle. Nous participons très largement à la prospérité genevoise. Aux intérêts vitaux même. Absolument. Et en contre-jeu, notre prospérité dépend de Genève. À peu près totalement. Donc, c'est pas la peine de se poser des questions. Nous sommes des Genevois français. Et ces Genevois français ne doivent pas oublier qu'ils sont français, mais ils ne doivent pas oublier non plus qu'ils sont Genevois. L'association régionale de coopération du Genevois, l'ARC, est fondée en 2004. Vous en prenez la présidence. Vous êtes convaincu de l'importance des liens transfrontaliers depuis 1977, probablement depuis avant votre élection. Mais comment passer des idées pro-frontalières aux réalisations concrètes ? Ça a commencé par des travaux d'approche qui ont été initiés en partie par des fonctionnaires d'État. J'ai toujours eu des fonctionnaires d'État de Genève et de France. J'ai toujours un appui très déterminé de tous ceux qui connaissaient bien le dossier, c'est-à-dire qu'ils étaient dedans, qu'ils y travaillaient. Et ces gens-là ont voulu mettre en place quelques études. Le gouvernement français était à l'époque favorable aux réflexions sur l'aménagement du territoire. Donc encore une fois, on n'était pas en contradiction avec les gouvernements. On a essayé toujours d'être, je dirais, dans la ligne. Hein. Nous avons essayé d'avoir des positions novatrices, hardies, mais acceptables par les autorités en place. Et nous avons toujours pris un grand soin de les informer de tout. Je vous ai déjà raconté, je crois qu'un jour, un vérificateur des comptes est venu me dire « L'ARC, c'est une association loi 1901, vous la présidez, vous savez que c'est fait pour gérer les jeux de boules, oui, bien sûr. Et vous avez passé un traité avec un État étranger, oui. » Il m'a dit « Mais c'est exorbitant de tout droit. » Je lui ai dit « Je sais. Est-ce que vous avez pris soin de prévenir votre préfet ?» Je lui ai dit « Bien sûr que c'est lui qui a signé en tête de l'acte créateur du premier projet franco-valdo-genevois. » Et il a refermé le dossier, il m'a dit, bon, si le préfet a signé, c'est que c'est correct. En fait, le préfet a signé parce qu'il était informé qu'il n'avait pas de raison majeure de désapprouver quelque chose qui était à intérêt partagé, mais il n'a pratiquement pas participé à cette gestion. Il était présent à côté comme le préfet de l'Ain,
de part et d'autre du préfet de région quand il y avait les réunions du comité régional franco-genevois, mais encore une fois, il s'y passait rien. Donc c'est pas là que les choses se sont faites. Bon, nous avons essayé de réveiller un peu la situation, de faire en sorte qu'on avance. Et on a fait des réunions sous l'égide de l'association des maires. C'est un peu une ruse un peu de ma part, parce que j'étais vice-président d'arrondissement de l'association des maires, et j'ai demandé à Raymond Bouvier, qui était à l'époque maire de Bogève, sénateur et président de l'association des maires, je lui ai demandé s'il m'autorisait à faire un peu un rassemblement des maires de la zone frontière pour discuter de... Il a accepté de mauvaise grâce en me disant « Fais attention, tu les réunis si tu veux, mais tu prends pas du papier en tête de l'association des maires parce qu'il faut pas qu'on ait l'air de... » Enfin bref, je lui ai dit merci, je prends du papier blanc, j'invite les gens, j'inscris simplement que je les invite en tant que président d'arrondissement de l'association, il faut qu'il y ait quand même un support, et puis on t'enverra les comptes rendus, tu verras bien qu'on ne bat pas de la fausse monnaie, bon. Et nous nous sommes réunis pendant longtemps à Nédan. Le maire de Nédan, Ricard, avait une grande salle pratique avec un grand parking. Vous voyez, ça tient parfois à des considérations tout à fait ordinaires. Et nous nous sommes réunis là-bas pendant longtemps pour discuter de nos problèmes côté suisse, côté français, les transports, le logement, etc. Et je me suis permis d'inviter comme observateur les gens du pays de Gex. On est à la fin des années 90, là? On est à quelle période? Oui, à peu près, oui, dans ces années-là. J'ai pas repris mon calendrier. Mais oui, à peu près là. Et puis, on est arrivé à écrire quelques conclusions. Bon. Alors après, je les ai reprises à mon niveau de maire d'Annemasse en invitant les gens à des repas jambon au fromage à la mairie. C'était impossible d'inviter tous les maires, donc j'ai invité les conseillers généraux, j'ai fait essayer de faire un réseau qui diffusait un peu les informations. J'ai invité, bien entendu, tous les maires de l'Agglo et du Pays de Gex, les conseillers généraux, je veux dire, les maires de l'Agglo. J'ai invité le conseil général, j'ai invité les députés. Enfin, j'ai essayé de faire en sorte que personne ne puisse dire qu'on l'avait snobé, quoi. Et repas après repas, au rythme d'une fois tous les 2 mois ou tous les trimestres, je ne sais plus, on a conclu qu'il fallait maintenant avancer sur un projet. Alors il y avait d'autres initiatives. J'ai participé pendant longtemps à un autre conclave qui s'appelait l'Agédrie, qui m'avait été soufflé par un ancien fonctionnaire suisse, M. Paul Gillian, qui était convaincu de la nécessité d'une politique transfrontalière et qui m'avait dit « Vous devriez, côté français, initier ça ». Bon, vous voyez, tout ça s'est réuni, ça a fusionné petit à petit dans une espèce de creuset, et on a abouti avec les élus suisses à cette idée qu'on allait maintenant faire un livre blanc, et que ce livre blanc aboutirait à un projet d'action. Alors vous avez évoqué tout à l'heure les deux Robert. Les deux Robert, c'est une plaisanterie locale qui nous associe, mon cher ami Robert Kramer et moi. Je dis mon cher ami parce qu'on a tellement travaillé ensemble qu'on a créé des liens très étroits. Robert Kramer est tout simplement devenu conseiller d'État à un certain moment et puis président du Conseil d'État. Et on s'est rencontrés, quoi. On se connaissait un peu, mais là... En travaillant ensemble, on s'est aperçu qu'on avait les mêmes préoccupations. Et Robert, l'autre, a parfaitement compris quelque chose qui me paraît essentiel. Genève, c'est une maison à 2 étages. Genève, c'est une ville internationale. Le président du Conseil d'État, qui était Robert Kramer à l'époque, il discute avec qui il veut dans le monde. Il discute avec le président des États-Unis, il discute avec le pape, il discute avec qui il veut. C'est un grand État, parce que Genève est un État, n'oublions pas, un canton mais un État. Et il est donc à un niveau qui n'est pas le nôtre, celui des élus locaux de la frontière. Il faut lui ficher la paix quand il est avec le pape. On n'a pas à s'immiscer dans ce genre de choses.
Par contre, Genève est aussi un chef-lieu de canton, et à ce titre-là, nous sommes, je dirais, pratiquement ses égaux, sans prétention, sans vouloir se hausser du col, mais en défendant la moitié d'un projet commun entre Genève et les Français de l'entour, et là, nous sommes effectivement à égalité. Bon. Alors, moi, j'avais pour Robert Kramer et pour tous ses collègues qui ont été à tour de rôle président du Conseil d'État, infiniment de respect et de déférence, comme on le doit les gens de haute qualité, mais également, quand ils le voulaient bien, beaucoup de simplicité dans les contacts. Et nous étions autour de la table, franchement, des amis qui essayaient de trouver une solution à un problème. Le président du Conseil d'État, qui s'appelle Robert Kramer ou qui s'appelle autrement, il n'a pas non plus toujours la partie facile. Parce qu'il y a beaucoup d'opposition à Genève, autant qu'en France, à un accord avec par-dessus la frontière. Et cette opposition à Genève, elle se manifeste parfois très publiquement. Vous avez eu le mouvement des citoyens genevois, qui est une espèce de parti politique d'opposition, qui a eu un moment un porte-parole brillant, enfin dans la parole, qui s'appelait M. Stauffer, et qui a braillé très fort contre ces projets. Antifrontalier. Hein. Antifrontalier. On a vu des affiches sur les murs au moment des élections genevoises qui étaient proprement insultantes pour les Français, et ça n'est pas acceptable. Mais c'est comme ça. Donc le conseiller d'État qui faisait avancer le projet transfrontalier, il avait contre lui des oppositions politiques internes. Puis il avait contre lui aussi une opinion générale genevoise, un peu vieillotte, un peu refermée, un peu glorieuse aussi. Les Français, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une espèce un peu inférieure. Bon, la France, c'est un pays un peu décadent. Il y a tout ça qui trotte dans les consciences genevoises. Un peu comme on parle de Genève ailleurs en Suisse. Oui, pour les Zurichois ou les Bernois, les Genevois sont trop français. Bref, chacun voit midi à sa pendule. Hein. Des oppositions, il y en avait, côté suisse, côté français. Et puis, il y avait l'inertie de la grande France. J'ai vu défiler, pendant mes 30 et quelques années de travail, bon nombre de conseillers, de préfets de région. La première fois où j'ai pu siéger, après beaucoup de demandes refusées, mais enfin, j'ai pu siéger comme auditeur libre au comité régional franco-genevois, où, comme je vous dis, il ne se passait rien. J'ai eu l'occasion de me prendre de bec avec le préfet de région qui théoriquement me représentait. J'étais dans sa délégation. Il était question de cailloux. Et le président du Conseil d'État de Genève, qui n'était pas Robert Kramer à l'époque, a dit Monsieur le préfet, vous avez dans la plaine de l'Ain des grandes carrières, vous nous ravitaillez en granulats pour nos constructions, mais ces granulats ne sont pas concassés à la bonne grosseur. Il nous faudrait du granulat plus fin. Oh, qu'à cela ne tienne, dit le préfet de région, mais bien sûr, monsieur le président, nous allons vous le livrer, nous sommes tous à votre service, du granulat plus fin. Oui, mais dit le président du Conseil d'État, vous savez, nous ne pouvons pas le concasser à Genève, parce que nous avons des problèmes urbains, puis la poussière, le bruit, enfin, il n'est pas possible de mettre des concasseurs dans la ville. Mais qu'à cela ne tienne, dit le préfet de région, je vous les concasserai en gare d'Annemasse. Alors, je lève timidement la main et je dis, monsieur le préfet, je suis le maire d'Annemasse, et Annemasse aussi, on craint la poussière et le bruit. Ouf, je me suis fait renvoyer dans mes buts, vite fait, bien fait. Monsieur le maire, s'il vous plaît, comprenez-moi, je fais de la macroéconomie. Et moi, je faisais tout simplement de l'humanisme sur la poussière et le bien-être des gens. Donc, ça va. J'ai compris que ce jour-là, on n'en tirerait rien et qu'il fallait créer autre chose. D'où l'arc, d'où le projet, d'où la volonté que nous avons... Le projet d'agglomération d'abord, franco-genevois ensuite, la première signature sur un premier bateau en rade de Genève, la deuxième sur un bateau qui naviguait, pour marquer la progression des choses. Tout ça sans contredire les préfets, en les avertissant simplement, mais sans leur demander non plus leur avis. Et nous avons travaillé avec des centaines de fonctionnaires suisses et français,
Nous, on n'en avait pas tant à mettre, une dizaine à peu près. Les Suisses, plutôt une centaine. Mais tous ces fonctionnaires travaillaient la main dans la main. On a fait un nombre d'études incalculable. On en a plusieurs mètres cubes. Et aujourd'hui, il y en a qui voudraient réinventer la roue. Il suffirait peut-être de relire les papiers qui ont été écrits avec beaucoup de bon sens à un certain moment. On a fait ce travail avec tous ceux qui ont bien voulu s'y associer. Tous ceux qui ont bien voulu s'associer. On n'a jamais écarté personne. Mais on avait un objectif, et cet objectif, avec Robert Kramer, avec Bernard Gau, on l'a poussé jusqu'au bout. Ça a été les projets. On a juré qu'on ne dérangerait jamais les institutions, mais que les institutions ne nous empêcheraient jamais d'aboutir. Et on en est là. Et aujourd'hui, alors, peut-être que ça viendra dans votre questionnaire, on est un nouveau point de croisement. Ça a très bien fonctionné, la preuve, l'élément express et un certain nombre d'autres choses, mais on est aujourd'hui à un nœud de la situation. Christian Dupessay, président du pôle métropolitain, le sait bien et le dit, et d'autres le disent, et des Suisses le disent. Il est nécessaire aujourd'hui de passer une nouvelle étape qui inclut davantage les besoins quotidiens des gens, en particulier le logement et la santé. Mais c'est pas limitatif. Donc on a besoin de recommencer à faire un projet qui soit pas simplement le 1, 2, 3, 4, 5 des premiers projets. On est au 5e maintenant, mais on a fait le premier, on a fait en partie le 2e, on n'a pas fait grand-chose du 3e. Parlons pas du 4e. C'est pas la peine d'échafauder 25 projets si on les réalise pas. Donc il y a aujourd'hui un nouveau coup d'accélérateur à donner, avec prudence, sans déranger les institutions, mais sans leur demander non plus leur avis. Si les associations subalternes doivent participer à des grands traités internationaux, tant mieux, parce que ça, c'est la vraie décentralisation, et c'est la connaissance des problèmes par ceux qui les vivent sur le terrain. Je vais vous demander de lire un édito que vous avez rédigé en tant que président de l'ARC en 2014. Oui, alors c'était une mise au point qui était au fond assez classique de mes idées. Je disais ceci: constituerons-nous un jour une métropole transfrontalière avec un droit spécifique, ce qui voudrait dire qu'on élit sur le périmètre du franco-genevois des assemblées représentatives, etc. J'en doute, connaissant les différences fondamentales entre les institutions françaises et suisses. Je crois plutôt, comme nous en avons l'habitude, à un contrat passé entre la partie suisse de l'agglomération genevoise et la partie française organisée en pôle métropolitain. Les parties françaises et suisses engagées dans un contrat se retrouvent au sein du GLCT du Grand Genève, groupement local de coopération transfrontalière, qui est à mon avis le véritable outil de décision pour les projets transfrontaliers. Qu'on soit sous l'autorité lointaine du comité régional franco-genevois, c'est pas gênant, mais il ne faut pas compter sur lui, il faut compter sur nous. Voilà. Et j'ajoutais, c'est une raison de plus pour conforter l'ARC, ce qui pose à cette institution des questions de pérennité, de gouvernance et de déontologie politique. Bon, il les a en partie trouvés par la constitution du pôle métropolitain. Il faut bien veiller à ce que cet embrayage entre l'institution et puis les élus locaux fonctionne, et qu'entre les élus locaux et leur population, un deuxième étage d'information également existe. À l'époque de l'ARC, vous vous donniez deux objectifs, réindustrialiser le territoire français et également vous évoquiez un projet social de territoire qui engloberait le logement, les ressources familiales, la cohésion sociale. Nous en sommes là. Quand je vous disais tout à l'heure, il y a un instant, qu'on était à Carrefour et qu'il fallait maintenant réorienter un peu le travail. Il faut le réorienter en traitant les problèmes déjà traités qui ont besoin d'une continuation, les transports, l'aménagement du territoire, la préservation de la nature, l'écologie, c'est bien. Mais il faut aussi traiter les problèmes quotidiens des gens,
Et c'est ce que vous venez d'évoquer à l'instant. Ça a été inscrit dans le premier projet. Seulement, il a fallu solliciter Berne, qui est cofinanceur. Je voudrais à ce point-là du discours souligner la générosité responsable, raisonnable, pas aventureuse, mais réelle des Suisses. Je dis des Suisses parce que c'est pas seulement les Genevois. Là. Les Genevois étaient un peu plus frileux. Suite à une élection ratée à propos de parking là, du côté de la route de Thonon, il y a eu un temps où le Conseil d'État, en particulier au moment où présidait M. Longchamp, a considéré que c'était la clôture du débat. C'est pas du tout la clôture du débat, c'était un échec sur un projet particulier, mais il faut en faire d'autres. Mais si on regarde bien aujourd'hui ce qui reste à faire, il reste beaucoup de choses et il faut y aller sans tarder. Sinon, on va avoir très vite des critiques fondées sur le projet. Vous évoquez en fait les services et tout un ensemble de services publics qui sont nécessaires et probablement vitaux pour faire vivre un bassin de vie transfrontalier. Oui. Comment vivent les gens, Comment vivent les gens ? Ils se logent, ils se déplacent, ils se soignent, ils s'éduquent ou ils éduquent leurs enfants, ils ont des loisirs. Il faut qu'on mette en commun toutes les demandes de ce type, qui sont des demandes humanistes, raisonnables, mais qu'on les mette ensemble, côté français, côté suisse. Il ne faut pas qu'on raisonne unilatéralement sur ces données-là. Les Suisses ont les mêmes besoins que les Français, ils sont simplement dans un contexte différent. Ils sont la ville-centre et nous sommes la périphérie, mais ça fait rien. Qu'on se donne donc une liste des besoins, qui sont des besoins communs, et qu'on les résolve à partir d'un plan commun. Le plan est commun, la réalisation, non. Parce que je vous rappelle que dans ce qu'on a prévu dans les projets, on définit un programme, on le répartit, c'est le rôle du GLCT, entre les différentes entités françaises ou vaudoises qui veulent bien le prendre en charge, et on le cofinance autour de ces maîtres d'ouvrage qui ont la responsabilité complète du projet qu'ils ont pris en charge. Donc la réalisation ne pose pas de problème, mais en particulier pas de problème de droit. On est dans le droit suisse d'un côté, on est dans le droit français de l'autre. Il n'y a pas de litige. S'il y a des litiges, il y a des tribunaux pour les trancher, mais il n'y a pas de litige, de mélange des deux droits. Donc ça se fait. Ce qui est nécessaire et ce qui est de notre responsabilité d'élu, enfin vous voyez, je me considère encore comme un élu malgré mon âge, c'est d'établir le programme. Et pour établir le programme, il faut absolument qu'on en parle avec tous ceux qui veulent bien en parler, comme de quelque chose qui est nécessaire, 2, urgent, et 3, faisable. Nécessaire, urgent, faisable. Et puis ça y est, le train, si j'ose dire, est sur les rails. Oui, en tout cas, le Léman Express est en fonctionnement depuis 2019 et c'est le premier réseau régional ferroviaire transfrontalier d'Europe à avoir... Oui, puis c'est en garde en masse quelque chose comme entre 4 et 5 millions de voyageurs par an. J'ai le souvenir du temps où les cheminots venaient me voir en me disant la garde en masse ne cesse pas de dépérir. Bon, aujourd'hui, elle ne cesse pas de progresser. C'est la 4e plus importante de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Absolument. Et pourtant, Dieu sait que les syndicats m'ont fait la guerre. Mais c'est autre chose. Le Grand Genève est l'un des territoires les plus intégrés, les plus avancés d'Europe, alors même que la Suisse n'est pas membre de l'UE et ne semble pas très pressée de le devenir. Comment expliquez-vous ce paradoxe ? Je crois que la discordance entre la géographie et l'histoire est très largement explicative de ce que vous venez d'évoquer. Parce que là, il y a nécessité. Essayez d'imaginer que demain matin, tous les frontaliers s'arrêtent pour 48 heures. Ils restent chez eux. Bon. Vous arrêtez les hôpitaux universitaires de Genève, vous arrêtez les transports urbains dans Genève, vous arrêtez tout, quoi. Vous arrêtez les usines, vous arrêtez tout. Autrement dit, l'interpénétration des uns et des autres, c'est pas
une fantaisie marginale. C'est la nature profonde des choses. Et quand il n'y a pas assez de main-d'œuvre dans les entreprises, eh bien, les entreprises, elles arrêtent de tourner ou alors elles embauchent. J'ai beaucoup travaillé avec Strasbourg. D'abord, il y avait une différence fondamentale que j'ai essayé de faire comprendre aux Strasbourgeois et aux Allemands de Kehl qui travaillaient avec nous. C'est qu'on était dans la situation exactement inversée. À Strasbourg, la ville-centre est en France. Ici, la ville-centre est à l'étranger. Est-ce que les Strasbourgeois n'ont pas su apporter aux gens de Kehl ce que les Suisses ont su nous apporter? Je ne sais pas, je ne vais pas prononcer de jugement là-dessus. Mais je dirais que les Genevois avaient à la fois un besoin urgent d'élargir leurs frontières humaines, pas leurs frontières politiques, mais leurs frontières humaines, et puis qu'ils en ont eu aussi grâce à quelques hommes politiques clairvoyants, ils en ont eu la volonté. C'est pour ça, je crois, qu'on est allé plus vite que les autres. Et qu'on a vu les Bâlois, par exemple, qui avaient d'avance sur nous au départ, sur les institutions transfrontalières, venir au bout d'un certain temps nous dire comment vous faites pour aller si vite, quoi. Et ici, vous savez, vous vous souvenez, je ne sais pas si vous étiez déjà à Annemasse, mais des chantiers du Léman Express, c'était des chantiers considérables, en pleine ville, avec des tunnels à creuser, avec des choses, enfin, lourdes. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Donc, il n'y a pas d'obstacle véritablement physique. Il faut trouver une volonté. Cette volonté-là, elle n'était pas dans le territoire. Je suis sûr de ce que je dis là. Je l'ai vécu avec douleur, avec difficulté. Dans mes premières années de maire, on avait l'impression qu'il fallait renverser des montagnes, quoi. On ne trouvait que des oppositions partout. Alors, soit des oppositions franches, soit des oppositions goguenardes, en disant peu, on a déjà essayé de travailler avec les Suisses, c'est pas possible. Mais encore aujourd'hui, vous avez dans les institutions départementales et régionales des gens qui doutent et qui nous disent vous n'y arriverez pas, vous allez échouer. Ou qui voient Genève simplement comme une banque. Voilà. Eh bien non, c'est pas ça. Et moi je crois que le mouvement est en marche. Je ne crois pas qu'on l'arrêtera. Je crois qu'il y aura toujours suffisamment de gens responsables et raisonnables des deux côtés pour être les moteurs de cette coopération. Je l'espère en tout cas. Mais moi, tant que j'aurai 2 sous de vie et de courage au moins oratoire, je redirai aux gens, ne posez pas les fausses questions. Les fausses questions, c'est de savoir si on peut s'en passer. Non, on ne peut pas s'en passer. Alors, puisqu'on ne peut pas s'en passer, on met un pied devant l'autre et on marche. Voilà. Merci beaucoup, Robert Borel, pour cet entretien. Au prochain épisode, nous parlerons de votre engagement et de votre carrière politique et de votre parcours d'homme de gauche en terrain hostile. Entendu. Le théorème de Borel, une émission animée et menée par Vincent Dozol et Robert Borel, réalisée et produite par l'équipe de Radio Mani, avec Jérémy Lucas à la réalisation et Laurent Figaroli à la production. À retrouver sur www.radiomani.com. Le théorème de Borel.